Chers amis du PP, vendredi 13 août, mais il n'est pas 13 h, il est plutôt 15 h. Donc je suis un peu à contre-jour, mais on ne va pas rester longtemps ici. Je reviens d'une douzaine de jours d'absence, famille, etc. Et donc je vais essayer de vous montrer l'état du potager du paresseux après avoir été un peu négligé pour des raisons que nous avons évoquées dans une vidéo, celle dédicacée au retour, et puis dédiée au retour. Et puis j'ai à l'arrache fait 2 ou 3 petites choses au moment où j'ai su que nous allions partir. Et puis donc plus rien. Donc le potager tel que vous le trouvez, il s'est débrouillé tout seul. Et donc évidemment hier soir, alors je vais essayer de vous reconstituer de la façon la plus authentique qui soit la première visite que j'ai faite à mon arrivée hier soir. Vous vous doutez bien que à peine la voiture garée, et à peine les bagages déchargés, ma famille m'a vu disparaître, je suis parti dans le potager. Alors, je vais m'installer à ma fameuse table, de façon à ce que l'éclairage soit un peu meilleur, parce que là je pense qu'en contre-jour, vous voyez plutôt une ombre chinoise. Et puis, je vais essayer donc, de vous montrer comment j'ai perçu cela. Évidemment, la première chose, vous la voyez là à ma gauche, ce sont ces tournesols géants qui sont encore un peu plus géants qu'ils ne l'étaient lors de mon départ, mais ils étaient déjà bien développés, fleurs un peu plus grandes, un peu plus de fleurs. Donc voilà, sans arrosage. Aujourd'hui, on voit quand même des petits signes de petits flétrissements. Alors il fait chaud, hein, comme je viens de le dire, 31 et quelques, ce qui n'est pas excessif, mais ce qui me fait souffrir ou un peu rester calme, donc ne pas trop m'agiter à différents travaux qui seraient pourtant absolument indispensables, c'est l'humidité de l'air. Donc il y a là actuellement des nuages orageux et nous avons cette nuit eu presque toute la nuit des petits flashs dans le ciel sans qu'il ne pleuve à l'endroit ici. Donc temps chaud, étouffant, grosse humidité de l'air, je vais y revenir. Alors avant de faire cette rafale de micro-spots, un peu comme mes yeux hier soir, un point sur la météo telle que l'a enregistrée ma station, donc sur la période du 1er au 12 août où j'étais absent. Au niveau des températures, du 1er au 10, on a eu ici des températures relativement clémentes avec des maxis qui parfois n'ont guère dépassé 20 degrés, parfois plutôt vers les 24. Donc on va dire que sur les 10 premiers jours de cette période, ça a oscillé, les maxis ont oscillé entre 20 et 24. Les minis étaient relativement stables vers 14 degrés, ce qui est relativement frais. Et on verra que ça a son importance. Ensuite, 10, 11, 12, c'est monté en escalier de 24 à 32 hier, 31,5 aujourd'hui, donc le 13 si je rajoute cette date. Et les températures minimales nocturnes, ont fait à peu près de même, sont passées de 12 degrés. Donc il y a eu une journée, le 10, qui était une nuit, le 10, qui a été encore plus fraîche que les autres,
et c'est monté à 18 degrés, donc pas cette nuit, mais la nuit précédente. Au niveau des précipitations, le bordel. Le bordel, la pire des choses qui peut arriver. Il a plu 3 fois, des quantités insignifiantes, donc qui, du point de vue agricole, du point de vue réserve utile de l'eau du sol disponible pour les plantes, n'apportent strictement rien, mais qui sont de l'eau bénite pour toutes les maladies qui s'attaquent au feuillage. Donc le 4 août, il est tombé plus ou moins 7 mm, donc c'est une bonne petite pluie, dans un système avec d'épaisses couches de foin. On va dire que ça va bien mouiller la partie superficielle du foin. Le 6, il est tombé plus ou moins 5 mm, et le 8, il est tombé à peu près 2 mm. Alors 2 mm, ça c'est vraiment le truc qui tue, quoi. Question eau, question apporter de l'eau aux cultures, c'est pisser dans un violon, mais 2 mm, c'est bien pour mouiller le feuillage et vas-y que les champignons se délectent, champignons et autres maladies cryptogamiques. Troisième caractéristique sur cette période, celle que j'évoquais à l'instant, une humidité de l'air, donc ce qui s'appelle l'humidité relative, extrêmement élevée, avec des humidités relatives qui ont dépassé 90% tous les matins. Donc tous les matins, on a été très proche de la saturation, voire au niveau, donc là c'est au niveau de la station, hein, à 2 mètres du sol. Donc ce qui veut dire au niveau du sol, à tous les coups, tous les matins, des condensations. Ça c'est la cata. Et les mini, donc l'humidité de l'air minimale, c'est en général vers le milieu de l'après-midi, début-milieu de l'après-midi, quand la température a monté, à ce moment-là, et que l'humidité des plantes, etc., n'a pas encore saturé cet air. Donc des mini qui sont à 40 à 50%, ce qui est élevé. L'humidité de confort, la plage de confort pour l'homme est plutôt du côté de 40-45%. Alors dans ces conditions-là, comment tout ce système s'est-il comporté tout seul comme un grand? Voilà. Alors hier soir, quand je suis rentré dans le jardin, j'ai trouvé cette courgette posée ici, enfin ces 2 courgettes posées ici sur le banc, ce concombre, parce que donc j'ai autorisé un jeune homme à se parquer et à se connecter à la maison, et donc je lui avais dit de se servir de légumes, et à un moment donné il me dit mais qu'est-ce que je peux faire avec les grandes courgettes? Ben, je dis les grandes courgettes, personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si j'ai des petites à côté, il est évident que celles-là sont déjà un peu fibreuses, bien que ce soit assez surprenant. Elles sont, enfin ce type-là, celui-là je doute, mais ce type-là est tout à fait comestible si on aime les courgettes, on va dire, un peu fibreuses, quoi. Alors on peut les accommoder en soupe, en gratin, en 36 trucs. Très franchement, quand on arrive à ce stade-là, moi les courgettes, j'en ai jusque-là. Alors c'est très intéressant pour les gens qui veulent faire la promotion de l'autonomie, hein, et qui vous annoncent des kilos. Alors j'en ai encore d'autres, hein. Et puis il y en a certaines qui ont déjà disparu parce que le jeune homme en question, je lui dis écoute, toi tu te prends les petites, celles qui sont délicieuses, et les grosses courgettes, c'est la part qui revient au vivant. Donc tu les coupes en tranches et tu les balances, ça fera de la nourriture pour les vers de terre, les cloportes, ou qu'est-ce que je sais ce qu'il y a encore, les bactéries, les champignons, etc., quoi. Donc c'est pas perdu, hein, c'est pas intéressant pour l'estomac du jardinier un peu délicat
au niveau de ce qu'il aime bien manger, enfin même très délicat au niveau de ce qu'il aime bien manger. Donc ça ne m'intéresse plus, mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Voilà donc un des trucs hier soir, mais remontant au début et suivez mon regard. Alors je venais donc par ce chemin de ma maison, et donc la première chose qui frappe, c'est cette vieille prairie, cette herbe, avec relativement peu de fleurs. Il y en a quelques-unes, du trèfle ici dans l'allée, un peu d'achillée millefeuille, un peu de millepertuis, du lotier corniculé, des carottes sauvages, mais disons relativement pauvre en fleurs. Et puis quelque part, évidemment, dans ma mémoire, s'enclenche le cycle que un de ces quatre, il va falloir que je débroussaille ça pour récupérer la biomasse et surtout éviter que des ronces et puis des arbres arbustes ne s'installent. Ce type de friche, en 3 ans, serait un roncier si on ne l'entretient pas du tout. Donc je suis pour la fauche tardive, pour avoir le maximum de fleurs, mais pas pour le zéro entretien. Et puis j'arrive évidemment le premier pied de tomate ici, qui est un tomate cerise, enfin plutôt cocktail comme on dit, c'est taille moyenne là. Là, je vais vous en prendre une, qui est un hybride, comment est-ce qu'il s'appelle, Harmonie. Et je le vois assez malade, donc dont sans aucun doute du mildiou, des morceaux de tiges noires comme ici ou celle-là. Et là, on peut pratiquement être certain que c'est du mildiou. Je prépare une vidéo sur mildiou et autres maladies des feuilles parce que tout le monde, dès qu'une feuille se dessèche, parle de mildiou, alors qu'il y a plein d'autres maladies et que la première chose à faire, comme quand on est un agronome, c'est un peu comme un médecin, c'est de poser le diagnostic correct, sinon on raconte n'importe quoi. Bon, je vais introduire là un petit commentaire parce qu'il y a pas mal de confusion. On en parlera dans cette fameuse vidéo sur le mildiou. Donc là, c'est l'après-midi, je regardais la sonde thermique, 32,8, avec une humidité relative de 43%, donc assez élevée, un temps à ne pas foutre un cardiaque dehors. Et donc je suis sur le montage de cette vidéo un peu à l'espagnol, volée aux 3/4 fermée. Donc oui, j'évoque là cette hybride F1 et ces derniers temps, en rapport avec la sévérité du mildiou que beaucoup de potagistes ou beaucoup de jardiniers, j'aime pas ce terme de potagiste, de jardiniers ont connu, il y a de nouveau pas mal de confusion dans l'air. Donc, certains s'étonnent que des hybrides soient atteints de mildiou parce qu'on a dit que, vous savez ce que je pense de on a dit que, ou ils ont lu que, on dit tous les jours des montagnes de conneries. Donc, je ne vois pas en quoi cela fait avancer le schmilblick. Donc, que les hybrides sont résistants au mildiou. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. De nouveau, une de ces pensées magiques. Un hybride, en quelque sorte, serait automatiquement résistant au mildiou. Par l'esprit de Dieu, par la science. L'esprit de la science est-tu là, et ainsi de suite. Mais quelle connerie! Un hybride, c'est quoi? Je le rappelle rapidement. C'est le croisement de deux lignées pures, et c'est donc le croisement de première génération
de ces deux lignées pures, et l'hybride offre la certitude que des caractères des deux lignées, des caractères bien identifiés, se retrouvent automatiquement et obligatoirement dans cet hybride. Alors si une de ces deux lignées avait des caractères de résistance au milieu très intéressants, l'hybride sera résistant au milieu. Donc il existe des hybrides qui sont résistants au milieu, et on peut même dire que parmi les tomates les plus résistantes au milieu, on a généralement, à quelques très rares exceptions près, les hybrides. Mais maintenant, si j'ai pris une tomate là, cocktail, grappe, couleur uniforme, etc., de l'autre côté, une lignée qui a d'autres choses intéressantes, production, productivité, résistance au transport, etc., et que dans aucune de ces deux lignées ne figurait la résistance au milieu, je me retrouve avec ce que j'ai là, un hybride qui a des caractéristiques, mais qui n'a pas du tout une résistance particulière au milieu. Et d'ailleurs, je vais vous mettre la fiche de cette variété, Harmonie. Alors, il faut chercher des informations. Les sites ne sont pas très, très sympas. Hein, donc, pour trouver les caractéristiques. Alors, cette variété est hautement résistante à certaines maladies, et le semencier le met en exergue dans sa présentation, résistante à des maladies, mais il ne dit pas le milieu. Et quand vous regardez les détails, elle est résistante à d'autres maladies que le mildiou, et elle n'est pas du tout vendue pour être résistante au mildiou. Donc ce qui m'arrive là est tout à fait banal. J'avoue que cet hybride diplôme, alors elle n'est pas là, je vais la charger, c'est ma femme qui l'a acheté. Et voilà, il n'y a pas d'automaticité. Récemment, sur un forum sur lequel je suis présent, un jardinier alsacien citait une autre variété hybride. Il était très déçu qu'elle n'ait pas résisté au mildiou. J'ai regardé ses caractéristiques. Aucune résistance au mildiou signalée parmi cette variété qui a priori porte un nom assez extravagant du type Congo. Et je pense qu'elle a été sélectionnée pour d'autres résistances dans des pays tropicaux, plus chauds, où le mildiou n'est pas un problème. Ce sont d'autres maladies qui sont les principaux problèmes. Le mildiou n'aime pas les températures très, 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 très chaudes. Voilà donc, hein, petite encart, petite parenthèse, petite, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit scoop sur la vidéo sur le mildiou à venir. Mais revenons à la visite. Donc, et là je me dis, waouh, 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 si ce tomate cocktail, qui sont assez proches des tomates sauvages, sont aussi gravement attaqués, je craignais le pire, hein, pour mes cultures de tomates, mais je vais vous réserver la surprise. Et puis j'avance, et là, évidemment, la taupinière, est là-bas, et donc je sais qu'en mon absence, les rats taupiers s'en sont donnés à cœur joie. Et là, le grand flip est de savoir s'ils m'ont niaqué les cucurbitacées. Parce que si sur leur chemin, j'ai l'un quelconque de mes pieds de courge ou de potiron ou de potimarron, ils mangent la racine principale et instantanément, le pied se dessèche avant d'avoir pu produire. Alors, je jette évidemment furtivement un œil par-dessus le gazon et je vois que ça a l'air d'aller bien et me voilà rassuré.
Alors j'ai oublié de vous dire que une autre chose qui évidemment m'a frappé tout de suite, mais celle-là je m'y attendais, c'est que l'enherbement des allées avait bien progressé, année humide, donc les graminées qui poussent. Certains des agriculteurs qui ont pu faucher et sécher suffisamment tôt en juin font maintenant une deuxième coupe tellement il y a de croissance d'herbe. D'autres qui ont raté ce créneau où ils pouvaient faire le foin, je crois fin juin ou début juillet, en sont à faucher des graminées bien trop mûres pour faire un bon fourrage, mais excellentes les graminées, excellentes pour faire du jardinage comme je le fais. Donc si on vous propose ce type de matériaux, sautez sur l'occasion. Donc voilà, et alors ça c'est tout simplement lié, il a plu, donc je ne pouvais pas tondre, et en plus j'ai eu une panne de batterie sur ma tondeuse que je n'ai pas eu le temps de réparer avant de partir, donc tout est resté comme ça, et donc j'ai dû me faufiler pour arriver à mon potager. Alors, un peu inquiété par ces observations sur les tomates et par ces taupinières entre guillemets, puisque ce n'est pas des taupes, c'est des rats taupiers, et connaissant un peu mon système, je me dirige vers là pour vérifier que une de mes plantes martyres favorites, ce cardon. Alors je ne mange pas les cardons, mais je trouve que c'est une plante décorative et mellifère absolument exceptionnelle. Donc belle mellifère, et ses racines attirent à tous les coups les rats taupiers. Et donc voilà, je vois la taupinière là-dessous. Le pied est encore debout, ça veut dire qu'ils ne m'ont pas trop rongé la racine. Et donc là, c'est l'occasion rêvée de piéger, parce que sans doute vont-ils revenir pour se prendre un petit dessert ou quelque chose comme ça, sans pouvoir résister. Donc si j'ai mis le piège, j'ai une chance de contrôler ces rats taupiers, en tout cas de piéger ceux qui sont actifs ici, avant qu'ils n'aillent à mes cucurbitacées. Si tout se passe bien, parce que l'agriculture reste, ou le potager, le maraîchage, reste lié à des aléas. Sur ma lancée, je m'arrête ici devant le seul pied de petit moineau que je n'ai pas greffé et que j'ai mis ici comme porte-graines. Alors, je ne vais pas m'étaler ici très longtemps, mais petit moineau n'est pas la même espèce que les tomates que nous mangeons d'habitude. C'est une espèce voisine, Solanum pimpinellifolium, donc une tomate à feuilles de pimpinelle, et qu'on reconnaît très bien d'ailleurs. Et là, je vois deux petites tomates rouges qui vont me permettre de goûter et de récupérer les graines. Et je vois que le pied, pour l'essentiel, comme je l'espérais, est intact. Donc ça, c'est une résistance génétique, naturelle, de ce pied, en contrepartie du fait qu'il ne produit pas grand-chose, enfin des petits trucs de petite taille, il a gardé des gènes de résistance que certains sélectionneurs utilisent d'ailleurs pour mettre dans certains hybrides. Donc on peut croiser des lignées de cette espèce avec nos tomates et introduire une certaine forme de résistance. Allez, encore une petite coupure, tout ça pour rester au frais. À propos de résistance au mildiou chez la tomate, donc je reviendrai dessus, il existe des gènes de résistance, et en fait,
on s'est rendu compte que ces gènes de résistance, sans doute présents chez Pimpinellifolium, sont en fait, très curieusement, une hypersensibilité. Donc ces variétés qui ont ces gènes récents sont tellement sensibles que dès que le mildiou va pénétrer et attaquer une cellule pour se nourrir, celle-ci meurt. Et du coup, le champignon, le mildiou, qui n'est pas un champignon, on reviendra dessus, va mourir lui aussi. Donc c'est en fait une sorte de sacrifice, d'effet kamikaze, qui permet à un certain nombre de variétés d'être résistantes au mildiou. Et actuellement, c'est une des grosses pistes de recherche, donc de trouver dans la nature ces gènes dits de résistance, en fait d'hypersensibilité, parce que malheureusement, un peu comme pour le Covid, leur durée de vie est relativement limitée au contact de la maladie, ou plutôt quand la maladie est au contact de plants ayant ces formes de résistance, assez vite, une dizaine d'années, le mildiou développe une nouvelle souche capable de contourner cette résistance. Alors, les sélectionneurs actuellement sont dans une espèce de course en avant, d'une part visant à mettre 2 ou 3 gènes de résistance dans une même plante, mais c'est un peu ardu de trouver ça dans sélection classique. On saurait mieux le faire avec des OGM, mais vous doutez bien que les OGM sont invendables, donc les sélectionneurs n'essayent même pas. Invendables, je parle là de semences potagères, je ne parle pas de la grosse agro-industrie, maïs, coton, soja, etc. Donc on cherche à combiner plusieurs clés de résistance, parce que craquer une clé est assez facile pour le mildiou, il y arrive en 5 à 10 ans. Craquer 2 clés, c'est déjà un peu plus ardu. Et si on arrivait à mettre 3 clés, ce qui n'existe pas encore commercialement actuellement, ce serait encore plus facile. L'autre technique, l'autre fuite en avant, enfin course en avant plutôt, consistant à essayer de trouver de nouveaux gènes. On en est actuellement, on en connaît, si ma mémoire est bonne, j'ai là un document sous les yeux sur lesquels je vérifie ce que je raconte. On doit en être au 5.2, donc 5 gènes différents, dont 2 variantes pour le 5e, c'est le plus récent. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Donc en fait, on peut guérir, enfin lutter contre une maladie par hypersensibilité. Ici, il y a une curiosité, on peut dire, enfin un non-sens agronomique. C'est, j'ai l'an dernier cultivé un pied de porte-greffe hybride Protector, dont j'ai gardé les graines, et c'est donc la 2e année de ce porte-graines Protector. Je me suis mis en tête que si je vivais encore assez longtemps, je me ferais une lignée stable de porte-greffe issus de Protector, et avec un peu de chance, ça marchera tout aussi bien que d'acheter chaque année des graines. Et sinon, je me serais amusé. Alors on voit d'ailleurs, pour ceux qui ont le coup d'œil, que ce Protector a de toute évidence été dérivé d'une lignée de Pimpinellifolium, puisque c'est le même type de feuilles. Alors là,
très peu de taches. Donc il est un peu plus malade, mais il est un peu plus développé aussi que le petit moineau. Et il a surtout une sorte de jaunisse qui pour moi est plutôt une maladie. Là je l'ai planté dans un terrain qui n'a jamais été amendé, que je traite en écorce pour être facile, donc pour durer, hein, pour pas que chaque année j'ai à refaire la couverture, puisque pour les plantes ornementales je m'en fous complètement de la taille qu'elles atteignent. Donc il a peut-être vraisemblablement souffert de quelques carences. Bref, à partir de là, j'étais quand même un tout petit peu rassuré. Alors, je vous le fais en rapide, parce que si je commente toutes les choses que mes yeux ont observées hier soir en une visite d'une demi-heure, on en a pour une demi-journée. Ici, trois pieds de courge ou potiron, potimarron, je m'en mêle toujours là-dedans, plantés, vous le voyez, en dehors du potager, dans ce qu'était la prairie. Donc ces petits pots, qu'à un moment donné, ces plants que j'avais produits moi-même et que je ne savais pas où les foutre, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tondu, j'ai mis des tondes de gazon, le voisin m'en a filé aussi, et je les ai plantés tels que ce qui était la prairie avant. Ici, j'ai une bâche qui traîne, c'est la bâche qui couvrait le foin. Alors des fois, la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, est un vilain défaut, et puis parfois c'est une bénédiction, parce que là, donc j'avais en fait une bâche qui était en place, je l'ai fixée pour pas qu'elle s'envole, et en fait mon pied de courgette est passé là-dessus. Donc regardez bien, là, jusque, vous voyez le changement de feuille là-bas. Donc je vais m'y rendre, comme ça ce sera clair. Jusque là, c'est un pied, on va donc dire de courge, vu la forme que ça a, qui a été installé là-bas, dans la prairie, du béton quand je l'ai mis en place. Hein. J'ai dû forcer et j'ai failli me défaire l'épaule. Et voilà où on en est. Pour l'instant, pas de maladie, mais déjà des potirons qui commencent à prendre forme. Je prends par exemple celui-là, mais il y en a deux là-bas, il y en a d'autres qui sont cachés. Et alors c'est pas ce pied-là, c'est celui-là. Il m'est passé par-dessus le pied de goji qu'il est en train d'écraser. Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin, donc j'avais planté là quelques tomates qui essayent de pointer le bout du nez à travers tout ça. Et là-bas, il y a un autre pied qui est en train de m'escalader le poteau des cordes à linge et le chèvrefeuille qui sert à maquiller ce poteau. Donc là, quand j'ai vu ça, j'étais rassuré. Hein. Pas une maladie. Hein. Nickel. À ce niveau-là, je n'ai pas fait de traitement. En bas, j'ai des courgettes que j'ai traitées en même temps que les tomates. Je vais y revenir. Mais là, donc ça, c'est du brut de décoffrage. Un plan, deux plans, trois plans, dans du béton, des tontes de gazon, et on laisse faire. Alors, vous savez que j'aime bien être honnête et précis. Il y a ici en haut la tranchée d'infiltration de notre station de phytoépuration. Donc toutes les eaux usées de la maison sont traitées dans ces bacs à roseaux, et puis le jus qui en sort est envoyé par une conduite et arrive exactement ici. Voilà, arrive ici et donc s'infiltre dans le sol par une tranchée remplie de gravier. Et à partir de là, bien évidemment, que ces éléments, notamment une année humide comme celle-là, vont être lessivés vers le fond de la pente, hein, dans le sens de la descente. Et donc,
ces courges et courgettes plantées dans une prairie plutôt pauvre ont bénéficié bien sûr de ces apports liés au traitement de nos déjections. Alors toujours dans le sens de ma descente, j'arrive là aux premières tomates, disons, de production pour lesquelles j'avais entrepris différents traitements entre guillemets que j'évoquerai dans une vidéo qui est aux 3/4 finie, donc je ne m'étends pas plus. Et là, alors, des bonnes choses. Ici, par exemple, ce pied de 2 Berrao qui a bien quelques attaques de mildiou, mais dont les fruits sont encore intacts et dont on a commencé à récolter les premières. Donc là, j'ai encore une perspective de récolte tout à fait intéressante. Dès que j'ai un tout petit peu de temps, je ferai du nettoyage. Là, il y a des feuilles qui sont bien cramées. Les tiges sont plutôt pas mal. Contrairement à cette cœur de bœuf, où à la fois des feuilles sont cramées et où les tiges portent des marques très nettes de mildiou et à une variété non déterminée, parce que des fois je perds des étiquettes, qui est là-bas derrière. Il y en a 2 qui, eux, ont subi le même traitement que les 2 Berrao ici, mais qui sont bien plus atteints. Mais nous évoquerons ce problème dans une vidéo spécifique. Ici, des courgettes donc, qui sont, pendant notre absence, entrées en production. Voilà donc pour là. Et une jolie plante martyre, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce chardon bleu qui est extrêmement attractif pour les petits butineurs, donc, mais dont les inflorescences cassent très souvent. Donc je l'avais tutoré. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis un gros fan de différentes salades, hein. Je suis plutôt de tendance crudivore, alors pas au sens dogmatique où il existe un mouvement de crudivore, au sens de que j'aime manger des légumes croquants frais, dont la tomate, d'où les efforts que j'ai déployés, mais dont toute une sorte de salade, dont ce pourpier. Alors mauvaise surprise, ce pourpier est assez malade des feuilles. Heureusement, j'en ai d'autres. Tout ça est de levée spontanée, hein. Bonne surprise, par contre, ces chicorées de levée spontanée qui ont littéralement explosé, qui menacent de monter en graines là-bas, et donc qu'il est urgent de consommer. Il y a là-dedans, pêle-mêle aussi, des betteraves rouges levées spontanées, quelques tomates spontanées, des poireaux montés en graines que j'avais repiqués. Bon, tout ça c'est très intéressant. Mais bon, alors si vous entendez un bruit de tracteur, on ne va pas empêcher l'agriculteur qui a la parcelle là derrière de rouler son foin. Il a eu tellement de mal cette année que voilà. Alors gros sujet d'inquiétude hier quand je suis descendu, c'était ces différentes laitues, Batavia, sur lesquelles je reviendrai dans une autre vidéo. Sachez que ça a été repiqué racine nue à partir des bacs que j'ai là-bas, dans une terre désormais nue. C'est l'endroit où j'avais récolté l'ail. J'ai filmé cette récolte en ligne, elle le sera bientôt. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de casse. En fait, il n'y en a pas tant que ça, même si de ci, de là, des plants qui étaient sans doute un peu chétifs, mais peut-être aussi qui se sont fait un peu ronger par en dessous,
ont succombé. Donc ce matin, première chose, avant même de penser à la caméra, j'ai vu que mes citernes sont pleines, donc autant en profiter. Donc là, j'ai mis double dose de flotte, donc je vais re-remplir le sol, je vais encore mettre un tour d'eau au même endroit, et puis je vais décaler ces conduites. J'avais mis ces grilles pour éviter que les oiseaux ne me déterrent ces plants, et j'ai bien fait, comme on pourra le voir, à d'autres endroits. Un peu d'adventices, tels se liseront ici, ou tels se laitteront en sol nu, c'est tout à fait normal, mais comme c'est une plante qui a un cycle relativement court, ces laitues ne vont pas se laisser dépasser par ces petites adventices, et de temps en temps, quand je passe par là, ben, il me suffit de faire ce que je fais là en discutant avec vous, d'arracher les plus menaçants. Ici devant, donc une plante que j'avais installée il y a quelque temps déjà dans l'ail, et donc j'ai arraché l'ail avant une semaine à peu près avant de partir. C'est la corne de cerf, qui est un plantain cultivé qui lui fait la tronche. Donc ça m'incite à encore mettre un tour d'eau. Il a commencé à fleurir, donc je soupçonne que du coup il ne soit plus très bon à manger. En général, quand les plantes partent en floraison, elles deviennent plus amères, plus fibreuses, etc. Alors ça, ce serait sans doute le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses étant que je vais fort probablement récupérer pas mal de graines. Donc là, il fait avoir un peu, et encore des bonnes perspectives du côté de ces différentes salades, essentiellement de type Batavia et de type cressonnette du Maroc. On en verra ailleurs parce que j'avais tellement de plants que je ne savais pas où les mettre. Alors ici, à gauche, dans le sens de l'entrée du potager, à droite, dans le sens dans lequel j'ai placé la caméra, un coup d'œil à la fois très révélateur et en même temps très intéressant. Donc ici, j'ai mis en bout de rangée de framboisiers, côté nord de ces rangées de framboisiers, et à l'abri de ces arbres ornementaux de mon voisin le matin. Hein, donc ici, il y a encore de l'ombre vers midi ou vers 11 heures. 3 pieds de tomates, dont 2 sont exactement les mêmes que ceux que j'avais filmés il y a un instant, au moment d'entrer dans le potager. Et là, vous voyez que le panorama n'est pas du tout le même. Alors j'évite de défaire parce que je vais terminer ma vidéo sur le mildiou. Pieds, alors feuilles cramées, tiges cramées d'un peu partout, et surtout ici donc des attaques sur les fruits, avec une différence entre ce pied-là qui est une autre variété, malheureusement mal étiquetée, je ne sais pas laquelle, et ces deux-là qui sont donc des... pardon, celui-là non, mais l'autre là-bas derrière moi, des 2 Berao comme l'autre, même origine des semences, même origine des plants, et qui sont donc sévèrement cramés. Allez, on va pas tourner autour du pot, je l'argumenterai mieux dans une vidéo sur le mildiou. Cultiver des tomates à l'ombre et lors d'une année où il y a une forte pression de mildiou, quelque chose de criminel. Hein, c'est les assassiner. Rappelez-vous, tomates, solané, solané égale soleil, soleil du matin pour sécher les feuilles, le reste c'est des carabistouilles. Donc tailler, traiter, tutorer exactement de la même façon. Là-bas, je contrôle. On verra en bas dans le tunnel que je contrôle parfaitement. Et ici, la bérésina. Alors allez-y, l'agroforesterie, allez-y à couvrir vos tomates
de les cultiver à l'ombre. Les années où il n'y a pas de mildiou, mettez des poudres de perlimpinpin, elles marcheront super. Et les années où il y aura du mildiou, vous n'aurez pas de tomates. C'est vous qui voyez. Donc voilà, donc c'était un petit essai comme ça, qui très très édifiant. Donc, désastre pour ma production, mais comme j'aime bien étayer ce que je raconte dans mes vidéos par de l'expérimentation, et comme une bonne partie de ce qui se trouve dans le potager ici a toujours ce résultat-là me ravit parce que c'est exactement mes convictions. Du côté des framboisiers qui sont attachés, donc ce matin on a fait une petite cueillette. Voilà, ce bol-là à moitié. Donc là, on est en train de partir dans la deuxième vague qui est assez prometteuse du fait de l'humidité. Donc il y a à la fois des cannes desséchées que j'ai déjà découpées, enfin enlevées, des cannes qui ont desséché depuis parce qu'il y avait encore de la production dessus. Je crois que j'ai filmé, donc ça devrait venir un jour. Et les cannes de l'année qui, sur ces pieds remontants, vont maintenant faire une belle production, surtout si il y a un peu de chaleur. Donc, et beaucoup de butinaires, beaucoup d'abeilles autour de tout ça. Donc, ravissant. Alors, rapide clin d'œil ici à gauche après les framboisiers. Des choux, alors il y a un mélange ici de choux-fleurs et de choux de Bruxelles de la deuxième vague. Hein. Donc ça c'est une deuxième fournée de plants que j'avais fait qui sont tout à fait corrects. Hein. En retard hein, pour des choux, pardon j'ai dit choux-fleurs, donc ça c'est des choux-fleurs, ça c'est des choux de Bruxelles, donc en retard, donc tout va maintenant dépendre de l'arrière-saison, s'ils auront le temps de se développer suffisamment avant de former les petites rosettes que l'on récolte. Des haricots en fin de vie, donc une rangée très peu garnie, action des limaces qui sont toujours à l'œuvre, par exemple sur ce pied-là, donc en pleine canicule, il y a encore au potager du paresseux, sans traitement, des problèmes périphériques, on va dire, de limaces. Chou chinois de type, ça c'est le petsai, qui a été très long à partir, mais qui maintenant est en train de s'installer. Basilic correct, poireau correct. Là-bas, une rangée de carottes qui a bien levé, ce qui je n'arrive pas toujours à faire. Hein. J'ai beaucoup d'échecs dans ce système avec le foin de semis de carottes. Ici, à ma droite aussi, des rangées de carottes. Alors là-bas, c'est en sillon, là, c'est en terre nue. Qui ont pas mal levé. Hein. Donc là, prochainement, arrosées, les carottes sont des plantes qui ont besoin de pas mal d'eau. Donc quand j'aurai fini là-bas, les lignes de goutteurs vont venir ici et on va mettre l'eau, on va profiter du fait que les réserves sont pleines, puisque c'est la bonne nouvelle de l'année. Récolte de haricots à faire, hein, donc, qui aurait déjà dû être faite en notre absence. Hein. Donc il y a là pas mal de haricots. Ces quelques pieds font largement de quoi, alors on les a déjà récoltés une fois, et font largement de quoi faire un plat pour une famille de 4 sans aucune difficulté. Voilà, donc correct on va dire. Pas d'inquiétude, satisfait. Alors ici, on va tout faire rapidement, hein, parce que sinon on va y passer des heures. Des oignons que je n'ai pas encore récoltés, donc on va dire des choses très en retard. Beaucoup de montées en graines cette année, je ferai une vidéo là-dessus. Des choses intéressantes, mais globalement plutôt médiocres, on va dire. Hein. C'est pas une production du tout que j'ai réussi cette année. Au passage, ici se salsifient des prés sauvages blancs de mildiou que je vais filmer pour ceux qui penseraient que les plantes sauvages ne chopent pas de maladie. C'est un non-sens absolu. Vous avez là plein de plantes cultivées, y compris la courgette que je vous ai montrée,
hybrides, etc. Et d'autres pieds de courgettes, hein, j'aurais pu vous en filmer 4 ou 5, plus jeunes, qui n'ont aucun oïdium. Et ce pied de salsifis des prés que j'ai laissé, parce que ça fait une très jolie fleur jaune, qui attire beaucoup les cirfes, ce salsifis des prés est malade comme un chien. Et celui-là aussi. Hein. Et l'autre là-bas, et l'autre. Différents choux, des choux de Milan, gros comme ça, là, qui ont passé l'hiver, eux, et puis des choux plantés qui... alors il y a de tout. Il y a des brocolis qui font des toutes petites pommes, des brocolis qui, en mon absence, en ont profité pour fleurir, une rangée de haricots où je ferai une dernière cueillette, on l'a cueilli 2 ou 3 fois, production moyenne, on va dire, des betteraves rouges repiquées ici, du basilic que je ne savais pas où foutre, un essai de tomates sur lesquels je reviendrai. Ce sont des cœurs de bœuf assez malades, mais bon, peut-être quand même que l'essai qui concerne l'enracinement se verra. Donc là, voilà, là j'ai une journée de travail, récolter les oignons, nettoyer ces adventices, remettre du foin pour essayer d'installer différentes plantes que j'ai préparées en plaque ou en godet. Alors ici, un pied de courgette jaune extérieur, planté, voilà, encore pour les fans du travail du sol, il faut que ce soit magnifiquement préparé, il faut que je sue, il faut que j'en chie pour mériter des courgettes. Vous doutez bien que ces châssis où j'avais mes plants au printemps, donc en mars, avril, mai, je tournais allègrement autour et à un moment donné, il me restait un plant de courgettes que je ne savais pas où foutre. Et ben, je l'ai planté dans cette allée-là. J'ai mis une couche de foin autour du plant et voilà. Et voilà. Rappelez-vous, dans un sol vivant que vous nourrissez bien par le haut, par le foin ou par des mélanges de matières organiques équilibrés, les plantes ne demandent qu'une chose, c'est de pousser. Hein, donc la récolte en cours, je ne les ai pas encore enlevées parce qu'il faut que j'enlève les grosses, sinon les petites ne vont pas donner grand-chose. En voilà une. Celles-là, à mon goût, sont trop grosses. Je les aime plus. Donc voilà, en voilà 2 et il y en a 3 petites qui restent en place. Le pied, globalement, de nouveau, même chose. Derrière, les feuilles les plus âgées qui sont à l'ombre sont malades. Devant, devant aussi ça commence là maintenant. Donc début d'oïdium, le cœur étant encore nickel. Mais donc, ça commence à sonner le glas de cette première vague de courgettes. Et alors, plutôt que de me casser la tête à savoir quelle solution, quel truc de grand-mère marche, moi j'ai trouvé une solution toute simple. J'ai remarqué que les jeunes pieds de courgettes ne sont pas malades. Donc il y a là-bas derrière 3 pieds de courgettes que j'ai plantés à peu près une semaine avant de partir et qui, quand ceux-là ou l'autre là-bas en haut seront complètement cramés, vont normalement, si je ne me suis pas loupé dans les délais, c'est toujours un peu capricieux cette histoire, vont juste entrer en production à ce moment-là pour me faire encore une petite production qui dépendra beaucoup de la date à laquelle arrivent les premières gelées chez moi. Ça peut être dès mi-septembre, comme ça peut, si j'ai un bel été indien, oui ça s'appelle, l'automne, quand le climat est très beau, la météo est très beau, très belle. Ouf, je fatigue là. J'ai encore un peu le voyage dans les pattes. L'été indien, je peux espérer une petite production à moyenne production. Mais enfin, pour mettre 3 graines, hein, imaginez 3 graines de courgettes que vous mettez dans 3 godets que vous oubliez ici parmi vos différents plaques et les planter. Travail, mon Dieu, si on appelle ça du travail,
quasiment zéro. Donc voilà ces fameuses plaques dans lesquelles j'ai plein de choses, différentes salades, encore des chicorées, hein, donc scarole ou frisé, du mizuna, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chicorée et différents choux, comme vous venez de le voir. Ce sont des choux à cycle court, choux cabus essentiellement, peut-être aussi encore un chou-fleur. Oui, il doit y avoir un chou-fleur précoce. Donc un chou-fleur qui a un cycle court. Précoce ne veut pas dire qu'on le fait au début du printemps. Précoce veut dire dont la période entre la levée et la production, donc là chez le chou-fleur, la production de la fleur, hein, du bourgeon floral, qui est ce qu'on consomme, ce cycle-là est réduit. Donc ce sont des plantes, si vous vous souvenez de la vidéo sur croissance et développement, dont le développement s'enclenche assez rapidement durant la croissance. Et donc ce chou-fleur, j'envisage de le faire dans le tunnel à tomates, à l'abri de la pluie. Le chou-fleur est très résistant au froid, enfin est assez résistant au froid. Pour ceux qui ne me croient pas, plongez-vous dans le livre dont j'ai déjà fait la pub 3 fois de Wolfgang Palm, parce que pour moi c'est une Bible. Et vous verrez que le chou-fleur résiste bien au froid. Par contre, les pommes pourrissent sous l'effet de l'humidité. Donc à cultiver en automne, sous nos climats ici dans l'Est, à l'abri de la pluie. Et donc je vais recycler dès que les tomates vont faiblir. Même avant d'ailleurs, je vais déjà planter ces choux-fleurs en croisement entre mes pieds de tomates et comme ça je dégage les pieds de tomates. Voilà, donc ça, alors ces terrines-là étaient évidemment la partie la plus sensible pendant ces 12 jours d'absence et donc c'est la voisine qui a bien voulu les arroser l'une ou l'autre fois, parce que là, il n'y a pas de miracle. Hein. Dans un godet comme ça, vous n'avez pas assez de réserve d'eau pour passer 12 jours sans arrosage. Donc c'est elle qui me les a sauvés et donc ça me permet de poursuivre cette expérience. Donc je suis en train de les retremper là pour qu'ils soient en pleine forme avant de les repiquer très prochainement. Alors puisque la caméra est sortie, hein, donc vous avez vu le goutte à goutte en haut sur mes différentes Batavia. Et voilà donc le dispositif. Hein. J'ai donc une conduite enterrée qui vient des cuves en haut, qui arrive au robinet ici. Et ensuite, donc cette eau étant stagnante, elle risque de me boucher les goutteurs. Et donc j'ai ce filtre-là qui va retenir les différentes particules. Et ensuite, cette minuterie, c'est une simple minuterie qui me permet de programmer 2 heures d'irrigation. Alors cette minuterie m'est très utile parce que, vous l'avez compris, je suis un peu distrait. Et donc il m'est arrivé, avant d'avoir ce truc-là, l'une ou l'autre fois, de me dire « Ah ben, je vais mettre un petit tour d'eau, je vais, le soir hein, par exemple, je vais manger et puis je viendrai couper. » Et puis je viendrai couper, voilou, j'oublie. Et évidemment, il peut se passer 2 jours avant que je redescende dans mon potager, enfin avant que je ne vois que le robinet est ouvert. Pratiquement, je descends dans mon potager pratiquement tous les jours. Mais je ne vérifie pas toujours est-ce que le robinet est ouvert. Donc je me suis payé le luxe de ce type de minuterie pour limiter ce genre de mésaventures. Bon, deuxième soirée, c'est terminé cette vidéo et c'est toujours pas le cas. Je ne sais pas ce que j'ai des fois dans le cerveau, ça doit être du chewing-gum parce que des idées se dilatent ou disparaissent, enfin j'en sais rien. En tout cas, à propos de ce programmateur, ce que je voulais vous dire, c'est en fait que avec toute la pluviométrie qu'il y a eu tout au long de la saison, je n'ai pas mis en place les réseaux d'irrigation de goutte à goutte et même donc les lignes de goutteurs que vous avez vues sur les vidéos précédentes n'étaient pas en place.
Sinon, en dehors de ce programmateur qui me sert au quotidien, notamment pour la serre, hein, donc, et d'éviter ce gaspillage d'eau lorsque j'oublie de fermer le robinet, j'ai un programmateur électrique qui me permet de commander sur le long terme, hein, donc de façon programmée, l'irrigation par goutte à goutte. Hein. Donc je peux, par exemple, sur 2 parcelles, mettre 3 ou 4 rangées de goutteurs. L'une va être le bloc A, l'autre le bloc B, avec 2 conduites de tuyaux différents. Et je peux pour chacun programmer à la fois la durée de l'arrosage et la périodicité. Donc je peux sur A, par exemple, mettre un tour d'eau tous les 3 jours, une durée de 2 heures, et sur un circuit B, tous les 6 jours, une durée de 4 heures. Mais ce système n'était pas en place, hein, donc le départ était un peu précipité. Et du coup, il n'y a pas eu pendant ces 12 jours d'arrosage du tout, en dehors donc de ces terrines que j'avais apportées à la voisine et qu'elle a arrosé ces terrines et ces plaques de plants qu'elle a arrosé chez elle, mais dans le potager, il n'y a pas eu d'arrosage, y compris en ce qui concerne la serre qu'on va voir là tout de suite. Alors ici, dans la serre du bon et du moins bon, bonne surprise, enfin bonne surprise, je ne m'attendais pas à ce que mes pieds de concombre soient encore en aussi bon état. Et alors du concombre, on va en bouffer, je ne sais plus quoi en faire. En voilà un que j'enlève pour ne pas handicaper la production. De nouveau, hein. Voilà un deuxième sur ce premier pied ici. Je regarde s'il y en a... Ben sinon, il y en a un troisième, j'ai failli le rater, un quatrième, un cinquième. Donc voilà, ras-le-bol du concombre. Je pourrais ouvrir un magasin de cosmétiques et faire des masques au concombre, plus que bio. 50 € le masque, 2 heures de concombre sur la tronche, ça devrait le faire. Donc voilà, un pied. Voilà. Je ne sais pas si je suis peut-être un peu près, mais voilà ce que je viens de récolter à l'instant. Donc peu malade, ça c'est la bonne surprise. Gingembre très bien. Deuxième pied de concombre un peu moins. Là je n'ai que, mais je crois qu'on a mangé du concombre à midi. Donc il y en a déjà qui ont été récoltés, peut-être ici. Donc là encore un. Là-haut, il y en a un petit que je vais laisser grandir un peu. Peu de maladies. Et ici, alors, le pied hybride. Alors lui, il est complètement zinzin. Hop. 1. 2, 3, 4. 4 concombres du même calibre. Donc je les enlève tous, hein, parce que là, ils ont atteint une taille suffisante. Je ne veux pas qu'ils prennent trop de nutriments au détriment des jeunes concombres qui sont en train de se former. Voilà, alors celui-là est un pied acheté. Les deux autres sont des pieds de ma production. Tomates. Tomates de tout. Un pied à moitié malade qui produit. Un pied très peu malade qui produit. À ma gauche ici, ce pied de cœur de bœuf assez malade en bas, mais relativement sain en haut. J'expliquerai ça dans la vidéo sur l'oïdium, et qui est en pleine production. Donc là, on en a cueilli 3-4 et il y en aura encore aujourd'hui ou demain 4-5 et ainsi de suite. Ah ben si, j'ai quand même encore oublié un concombre.
Mon Dieu, vous voulez pas manger des concombres? Ça me gave. Voilà. Gingembre, caché là entre, puisque le gingembre est plutôt une plante d'ombre, donc je l'ai mis là au milieu, à la fois pour être à l'ombre de ce plateau et entre les pieds de tomates. Alors il y a de tout, du correct, du petit, du beau. Il y a deux sortes de gingembre dans mes cultures, donc je vais voir. Melons, premiers melons qui sont en train de se former, donc je fais sur ficelle la première fois. Alors il faut un peu les entortiller. De temps en temps, celui-là est en train de pendre dangereusement. Et puis 2 pieds de courgettes, encore des jaunes, encore qui vont finir en nourriture au ver de terre parce que beaucoup trop développées. Et ici des niçoises. Alors la jaune, extrêmement malade, ici dans la serre. Une prochaine fois, j'expliquerai pourquoi. Et ce pied de niçoise qui est relativement intact, quasiment intact, mis à part quelques feuilles en bas. Donc vous voyez que les variétés jouent. Là j'ai encore un pied de melon, lui aussi, entré en production. Un beau pied d'aubergine qui n'a que pour l'instant que des tout petits fruits. Voilà, donc cette perspective-là, très franchement, hier soir, était plutôt sympathique, quoi, malgré la pagaille liée à toutes ces porte-graines de mes salades d'hiver. À gauche, c'est sinistré, on va dire que c'est la friche, avec quand même quelques laitues montées en graines. Alors ici, on va passer très vite. Les kiwis ont survécu sans problème. Ce pied de tomate greffé Bloody Butcher est assez malade, alors que nous verrons que j'ai là-bas sous le tunnel son cousin direct qui, lui, se porte très bien et vous conclurez par vous-même. Là-haut, différents pieds de tomates entre un peu malade, très malade et là-bas derrière, peu malade. Donc je traiterai tout ça à part. Un chou de Milan énorme ici, bien qu'attaqué par les limaces. Et les premiers choux cabus, pointus, je ne me souviens plus le nom de la variété. Certaines pommes de terre encore en bon état. Et ici, des plantations de Batavia et autres salades, cette fois-ci en terrain couvert dans le foin, et on voit au premier œil que ça a bien mieux résisté ici. Il y a moins de manquants, bien qu'il y en ait quelques-uns, et surtout les pieds sont bien plus développés. S'il fallait une démonstration sur l'intérêt du paillage du sol, et en particulier en ce qui me concerne et mes convictions du paillage par le foin, il suffit de comparer ces deux zones. Là, des choux rouges qui entrent en production, qu'on va commencer à récolter. Et puis voilà, différents petits trucs. Là-dedans, ça ne se voit pas, mais il y a des frisés, pareil, plantés racines nues au moment du départ et qui se sont démerdés. Il en manque quelques-uns, mais d'autres sont parfaitement là. Alors très rapidement, je vais terminer cette vidéo. Donc le lendemain matin, il est 10h30, temps de même nature que hier, lourd. Et donc tout est encore humide, des condensations, mes chaussures. Et donc là, vous voyez la différence entre ces deux berraos. Là, j'en ai parlé hier, mais là, c'est extrêmement parlant. En plein dans le cône du soleil, de même que ces cucurbitacées d'ailleurs, et donc très peu malades. Et on va se déplacer d'un cran vers les deux berraos qui sont au pied du framboisier, malades à mourir. Et donc là, vous verrez que un des facteurs est de toute évidence, je parle de mildiou là, un des facteurs est de toute évidence variétal. Ce pied-là est beaucoup, aux même exposition, même terrain, est beaucoup plus malade que ce des berraos, donc beaucoup plus malade de mildiou.
Mais un autre facteur extrêmement important est la question de gestion de l'humidité. Ici, ce Deberao qui est au soleil du matin, donc qui sèche plus vite que l'autre qui est là-bas, est beaucoup moins malade. Et donc, au même moment, ce pied-là, alors il va commencer à avoir le soleil ici en haut, mais vous voyez que le bas, à partir d'ici, où est ma main, est encore à l'ombre à 10h30. Et donc là, très très sévèrement atteint, y compris les fruits, alors que sur l'autre, les fruits sont encore parfaitement sains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez, mais à mon avis, intégrer dans sa stratégie de production de tomates. J'y reviendrai donc dans la vidéo spéciale mildiou de la tomate, comment j'essaye de maîtriser ça. Pour l'instant, on va finir la vidéo, donc, puisque hier, j'ai foiré complètement une séquence et je n'avais pas fini mon tour. Je voulais terminer sur des pommes de terre en bas et puis surtout sur le tunnel à mildiou pour revenir sur cette question donc, de gestion des maladies des tomates. Alors ici donc après les choux rouges, cette parcelle où j'ai planté relativement récemment différents choux, essentiellement des choux de Bruxelles, des choux-fleurs, quelques cabus aussi. Donc comme je pense l'avoir indiqué, je tourne le lendemain, je me souviens plus ce que j'ai raconté hier, profiter de cette arrière-saison qui, dans mon système, est la période de production la plus favorable pour tout ce qui n'est pas sujet aux maladies et pour tout ce qui n'est pas frileux. Donc typiquement les choux, et il y a là entre les choux, sur des espaces pas encore occupés à ce stade-là par les choux, des frisés, des feuilles de chêne, etc., etc. Ici, un concombre. Alors, j'ai récolté hier des concombres, des seaux de concombres. Celui-là, relativement malade d'oïdium, bien qu'il soit exposé au soleil du matin. Donc, vous voyez que ce n'est pas une règle absolue. Il faut croiser tout un ensemble de facteurs. Âge de la plante, variété, exposition, etc. Et ce plant de courgette ici, qui lui est en pleine production et qui est à peu près nickel. Je vais regarder. Ah oui, il n'y a que des feuilles, vraiment des vieilles feuilles, celles qui étaient là au départ, qui commencent à avoir du mildiou. Tout le reste est nickel. Je rappelle que ces irisations blanches qu'on voit sur un certain nombre de feuilles, d'un certain nombre de variétés de courgettes, ne sont pas du tout une maladie, sont simplement, je ne sais pas, une fantaisie botanique de certaines variétés de courgettes. Intéressant, ici, une courgette qui est rongée, ça veut dire que un rongeur, je ne sais pas lequel, je vais peut-être mettre une caméra nocturne, est venu se nourrir ici. Voilà, on va continuer. Alors ici, après les cassissiers qui sont cuits, enfin je veux dire, le cassis a été récolté, transformé en confiture. Oui, cette année on n'a pas fait de sirop, on avait encore du stock. En confiture essentiellement. Ici, cette planche avec pas mal de cucurbitacées de différentes sortes, quelques potirons, concombres. Donc là, hier, j'avais pensé filmer, enfin j'ai filmé, mais en fait la caméra ne s'était pas déclenchée. Donc la récolte des concombres sur 3 pieds là. Et il y en a encore. Hein. Et encore.
Et puis là, donc, les premiers melons qui arrivent, qui malheureusement ont déjà des petites taches. Plus loin, il y a quelques pastèques. Au fond, des aubergines qui commencent tout juste à voir les fleurs fécondées. Les aubergines sont mon climat et sans chauffer. C'est un tout petit peu ardu, comme les piments d'ailleurs ou les poivrons. Ça traîne, ça traîne, ça traîne au printemps et donc c'est assez difficile. Ici, sur ce pied de je ne sais quoi, peut-être une autre sorte de concombre, oui sûrement, des signes de mosaïque, hein, donc des taches plus jaunes en mosaïque sur les feuilles. C'est à 99,5% le signe d'une virose. Donc il vaut mieux ne pas utiliser les graines de ce concombre qui viendront ici, même si, bien entendu, donc le concombre sera tout à fait comestible. J'ai parlé de ces viroses végétales dans d'autres vidéos sans aucun risque. Quelques choux là-bas encore, un pied de tomate relativement attaqué, les myrtillers là aussi c'est cuit, enfin ça a plutôt été mangé, on n'en a pas eu tant que ça. Voilà, donc là des choses à observer au premier plan, des attaques non négligeables de rats-au-pied, donc il va falloir que je réactive le piège. Quelques scaroles là derrière moi, je vais me déplacer pour que ça se voit. Donc là des scaroles avec au premier plan, visiblement un rongeur qui me les décapite. Alors je ne sais pas si c'est le même que celui qui, après avoir mangé la salade ici, a été manger la courgette là-bas. Derrière, quelques choux chinois. Voilà pour... Ah ben là, il y a encore des concombres. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces concombres? Misère. Quelle idée de planter autant de pieds. Alors vous allez dire, il est complètement fada, ce gars. Alors je vais quand même vous expliquer. Allez, on va perdre 2 minutes pour une petite explication. Allez, concombre encore. Alors pourquoi autant de concombres, par exemple? Mais ça peut être autre chose à d'autres moments. Alors première chose, j'ai la chance d'avoir un grand terrain. Donc ça, c'est une opportunité. Donc il faut toujours partir de la situation qu'on connaît. Si j'étais très confiné dans un lotissement avec 5 mètres carrés à ma disposition, il est évident que je ne jardinerais pas comme ça. Mais pourquoi m'en priver? Parce que, alors que cela me repose, ne crée aucun travail supplémentaire et que j'ai cette prairie qui se poursuit, hein, j'ai encore 3 fois autant vers le bas. Deuxième chose, il y a des concombres, ceux de la serre, qui ont été installés pour produire très tôt. Donc on a mangé des concombres sans doute il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, du fait du forçage dans la serre, mais ils continuent de produire. Alors je ne vais pas les zigouiller parce qu'ils produisent et qu'à l'extérieur, les autres ont repris le relais. Donc ça, c'est une deuxième raison qui fait qu'à un moment donné, je peux avoir trop de tels légumes. Troisième raison, c'est que, je viens de les évoquer, les rats-au-pied, et il est tout à fait possible, si ce n'est probable, que l'un ou l'autre de ces pieds de cucurbitacées, que ce soit le concombre, que ce soit les potirons, que ce soit les melons, que ce soit les courges, soit à un moment donné la cible d'une attaque, et il suffit qu'un rats-au-pied s'égare par là et me mange la racine centrale de ce potiron pour qu'il soit mort. Donc j'en ai plusieurs, idéalement à 2-3 endroits différents. Donc vous avez vu à l'entrée du jardin, vous avez vu ici. J'en cultive 6 dans l'espoir que dans la pire année, il y en ait 3 qui survivent. Et les 3 autres seront la nourriture des rats-au-pied. Malheureusement, des fois, ils se prennent à autre chose
et il néglige mes ratopiers, et il néglige mes cucurbitacées, alors je me retrouve avec une brouette de concombres dont je ne sais pas quoi faire. Alors ici en bas, hein, donc sur cette extension, hein, puisque la clôture s'arrêtait ici il y a quelque temps, des choses tout à fait intéressantes du côté des pommes de terre. Là encore, hein, en rapport avec le mildiou, donc je développerai ça dans une autre vidéo. Des variétés bien atteintes. Donc là, c'est Rikea, une variété délicieuse, assez précoce, mais donc relativement sensible au mildiou, aussi parce qu'elle vieillit plus vite. Sur une défriche, quelques spots de liseron et de ronces, c'est tout à fait normal. En première année, malgré toute l'épaisseur de foin que vous pouvez mettre, vous n'arriverez pas à contrôler ces plantes ayant des ressources. Et ici, au fond, une variété qui semble a priori extrêmement résistante, puisqu'il y a encore en partie du feuillage totalement intact, qui est la Sarpomira, donc une variété connue pour être résistante au mildiou. Ce sont mes propres plants, hein, donc j'avais acheté un petit sachet de Sarpomira l'an dernier, et il se défend très bien. Ici au milieu, d'autres variétés de ma propre production, là aussi, mais j'ai déjà filmé, ce n'est pas encore en ligne, des problèmes de virose, et la fameuse consoude qui ne se dissémine pas de façon anarchique, donc consoude qui a traversé le foin. J'ai 2 pieds, ça s'appelle la Bocking 14, à noter, hein, bien que consoude, cramé par le mildiou. Donc pour ceux qui penseraient encore, s'il y en a, que les maladies n'attaquent que les plantes cultivées. Donc voilà, là j'ai un tout petit peu de nettoyage à faire. Donc je vais revenir hors caméra, arracher toutes ces touffes pour éviter que cela ne recharge les rhizomes et très prochainement récolter celle-là. Alors en remontant ici, on va dans une zone où le meilleur côtoie le pire. Des choux. Alors au premier plan, celui-ci, c'est un chou rouge qui a passé l'hiver et qui est maintenant en train d'éclater, vu qu'on ne l'a pas récolté. Ici, des choux de Milan plantés ce printemps qu'on peut récolter. La plupart, il y en a qui sont un peu plus petits, mais certains sont tout à fait honorables. Des céleris qui sont en état tout à fait honorable, donc pour l'instant les rames ne sont pas grosses, mais ils ont encore le temps jusqu'en novembre. Et ici, un bazar sans nom. Alors il y a d'abord une parcelle où sont restés en place des poireaux jamais récoltés parce qu'on en avait de trop. Il y en avait en haut, il y en avait à gauche, et puis cette parcelle ici en bas, on en a récolté une partie, et le reste est monté en graines. Le foin, donc, il n'y en a pas eu cette année puisqu'il y avait ces poireaux. Et donc, bien évidemment, un certain nombre d'adventices en profitent, dont cette aire qui est une vraie plaie. Donc ça a dégagé parce que un pied comme ça fait je ne sais pas combien de millions de graines et va infester le site. Idem pour cette renouée qui fait partie de plantes adventices que je n'aime pas trop. Quelques orties ici sur le fond, mais là je ne les manipulerai qu'avec des gants. Donc voilà, un peu de nettoyage à faire, parce qu'au milieu de tout ça, il y a les cornes de cerf, hein, ces plantains dont j'ai parlé au début donc, de ce que j'ai filmé hier. De nouveau des céleris en pagaille, mais là donc j'ai 1 heure de nettoyage
mais je ne vais pas le faire en plein cagnard, hein, je ferai ça ce soir. Des céleris, des betteraves rouges, tout ça produit, va produire de façon tout à fait correcte. Il n'y a pas de quoi s'affoler pour ces quelques adventices chieuses, on va dire. Voilà, et on va continuer de remonter. Alors ensuite, je vais essayer de vous le faire en mode express, me débarrasser de ce liseron. Alors d'abord, de l'outillage complètement oublié ici, que je vais en profiter pour ramener. Une variété de pommes de terre qui se comporte, alors autoproduction, hein, semences maison, qui se comporte relativement bien par rapport au mildiou. Certains pieds très virosés, ça a été, donc je traite ça dans une autre vidéo. Des choux de type donc choux de Bruxelles mais mélangés, hein, cabu, choux rouges, etc. Quelques mauvaises herbes, 20 minutes de nettoyage. Des pommes de terre, alors celle-là je sais ce que c'est Gwenny, semence de ma production l'an dernier, cramée par le mildiou, donc une espèce qui visiblement se caractérise par une plus grande sensibilité que d'autres. Donc là, à récolter dès que j'ai le temps, parce qu'une fois que le feuillage est cramé comme ça, il n'y a plus de croissance à espérer. Donc là, il y a encore les tiges qui sont un peu vertes, qui ne sont pas encore creuses. Donc on peut encore laisser cette biomasse migrer vers les tubercules. Hein. Donc la pomme de terre va automatiquement rapatrier la biomasse qui est dans la tige. Et vous verrez à un moment donné que ces tiges seront creuses. Donc à récolter relativement rapidement, non pas à cause de ça, mais à cause du mildiou, qui peut se transmettre aux pommes de terre exactement comme il se transmet aux tomates et qui deviennent donc un peu chancreuses, etc. et ne se conservent pas bien. Une rangée de basilic, on a du basilic, je ne sais pas si on veut faire du commerce de basilic, j'en sais rien. Des scaroles plantées relativement tard qui ont végété en pot en raison du coup de pompe que j'ai connu et donc dont les premiers pieds commencent à monter en graines, donc je ne pense pas qu'ils vont devenir bien grands. Rangée de choux de cabu où la récolte a commencé. Hein, donc pour ceux qui découvrent mes vidéos, récolte intelligente des choux, on coupe la partie qu'on va manger, pas la peine d'emmener ces feuilles extérieures, de les couper et de les emmener dans la cuisine pour les ramener dans le seau de déchets. Ces feuilles sont encore actives et font encore de la photosynthèse, ce qui va nourrir les racines, qui vont nourrir les champignons et les bactéries dans le sol, donc c'est bénéfique pour le sol. Ces feuilles sont creusées par des trous de limaces, donc quelque part par là, il y a une limace qui se régale, et je rappelle que si, sans scrupule, au printemps, lorsqu'elle me bouffe tout, je sors mon opinel et je coupe les limaces en morceaux parce que c'est ma compréhension de la régulation. Trop de limaces, je tue les limaces. Par contre, ce que peu de gens font et que je fais, c'est que l'été, conditions difficiles pour les limaces, j'élève des limaces, non pas sur ce que je veux manger moi, parce que ma part, je vais essayer de la préserver, mais sur ces feuilles périphériques, elles sont le bienvenu parce que ces limaces sont en même temps la nourriture de mes auxiliaires qui mangent des limaces. Donc, ce serait une triple connerie que de couper ce pied de chou, alors que ce qui m'intéresse, c'est juste la paume. Triple connerie parce que j'ai oublié une chose qui va se produire. Ici, à l'aisselle de ces feuilles, vont se développer des petits choux et donc j'aurai une deuxième récolte de petits choux là dans un mois. Alors, ils ne sont pas fermes, mais comme je mange beaucoup de choux crus hachés en salade, 4 petites têtes comme ça qui vont se former là-dessus font juste un beau saladier de choux à manger. Et puis, on va tourner la caméra et on va finir sur les tomates.
Bon, petit passage à l'ombre parce que l'appareil photo m'a fait un message inquiétant. Il m'a dit d'attendre que l'appareil refroidisse. Donc je me suis mis ici à l'ombre et j'ai bien fait parce que là j'ai une frayeur. Vous voyez là devant moi cette herbe écrasée et labourée. Ça veut dire que les sangliers sont venus jusqu'ici, c'est-à-dire à 2 mètres de mes pommes de terre. Et alors je parle doucement, pas qu'ils m'entendent, mais cette clôture électrique n'est pas branchée. J'ai l'impression qu'ils ne le savent pas. Et donc je ne voudrais pas qu'ils découvrent parce qu'il faut que je tire une ligne. C'est à moitié fait, comme souvent en potager du paresseux, à moitié fait, mais jamais fini. C'est une marque de fabrique, ça s'appelle Helmstetter. Voilà. Et donc oui, ça m'inquiète beaucoup parce que là, partout, c'est piétiné. Et s'ils sont un peu plus curieux, ils pousseront le nez contre le fil électrique et ils se rendront compte qu'il n'y a pas de jus. Et là, je donne pas cher d'un certain nombre de mes cultures. Je suis là sous le renne Claudier du Bas. Alors cette année, une production tout à fait remarquable, à tel point que les branches se déforment un peu. C'est la première fois depuis très très longtemps. Et là, la maturation est en train de se mettre en place. Alors, ces rennes Claude-là, alors je ne connais pas la variété, ont une qualité, c'est un goût, un arôme, une texture fondante absolument exceptionnelle, mais un inconvénient, c'est que c'est un fruit qui a une espérance de vie de 24 heures. Quoi. Il est mûr, vous ne le récoltez pas, il tombe au sol ou il est blette sur l'arbre ou très souvent les frelons et les guêpes s'en sont occupés. Donc voilà, à surveiller donc, dans les prochains jours, chantier confiture à prévoir parce que c'est aussi une confiture extrêmement délicieuse. J'ai l'impression que l'appareil a refroidi, donc je vais reprendre mon cheminement en haut, là où j'étais tout à l'heure. Voilà, juste ce petit insert hein, pour vous montrer que les sangliers étaient là, 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 et que mes pommes de terre sont là. Donc, c'est chaud. Donc, je disais en remontant, dernière étape, avec ici ces tomates extérieures à mon tunnel à tomates, hein, donc à ce parapluie, globalement assez atteinte, y compris un hybride ici, des choux qui se portent à merveille, des brocolis un peu montés en fleurs, donc toujours ce problème de lenteur de croissance au début et donc de développement des pommes alors que le pied n'est pas assez développé. Donc ça donne des petites pommes qu'en général je ne récolte pas et du coup ça monte en fleurs. Une rangée de céleri qui se porte bien. Et donc ici, sous alors beaucoup de gens qui ne regardent pas bien mes vidéos appellent ça une serre. Ce n'est en rien une serre. J'en parlerai à propos du milieu. Donc c'est un parapluie avec circulation de l'air. Et globalement, donc avant-hier soir en arrivant, très bonne surprise. La plupart de mes pieds de tomates là-dessous sont alors pas en état exceptionnel, génial, mais sont en bon état et susceptibles de produire. Donc je vous ai parlé du jeune homme qui a garé son véhicule devant la maison et avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui m'a confirmé qu'il s'était régalé de tomates, il en récoltait tous les jours. Et nous, hier, on a récolté un de ces petits seaux blancs que j'utilise donc pour nous faire une énorme plâtrée de tomates. Donc celle-là, malade de mildiou par le haut, alors je découpe pour qu'elle se dessèche.
donc le mildiou va crever et elle va rentrer dans le cycle. Oui, donc bonne surprise, il y a des pieds qui sont carrément intacts, de haut en bas. Quelques pieds plus délicats, des roses de Berne, des cœurs de bœuf, des deux bérao qui sont corrects, une liguria ici qui est impeccable, etc. Donc, malgré l'humidité, malgré le temps extrêmement défavorable et une année extrêmement défavorable, j'ai encore un très bon espoir d'avoir une bonne récolte, d'en manger beaucoup et même d'en mettre en conserve. Alors voilà donc ici, en avant-première, en scoop en quelque sorte sur la vidéo sur le mildiou, ce pied de Maestria. Donc Maestria est un hybride parmi ceux qui sont donnés comme relativement résistants au mildiou, qui n'a pas échappé dès lors qu'il ne bénéficie pas du toit dont bénéficient les autres tomates. Et donc vous voyez dès à présent un peu la tactique que je pratique: protéger, tutorer, dégager du sol, puisque les condensations se font au niveau du sol, couvrir pour que les spores ne rebondissent pas du sol vers les pieds, et donc des différences variétales très très nettes. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces facteurs. Et donc j'ai oublié, tout ça, ça a été traité plusieurs fois avec du bicarbonate de potassium et aussi des stimulateurs de défense naturelle dont je parlerai dans la vidéo sur le mildiou qui est aux 3/4 fini. Et donc c'est la combinaison de tout ça. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a un système dans lequel on pourrit la vie au mildiou et on favorise une bonne santé et un bon développement des tomates. Et c'est l'ensemble de ces outils qui permettent d'avoir des pieds comme celui que je vais vous montrer maintenant. Bon, alors à contrario de ce que je vous ai montré, je suis en train de chercher l'étiquette qui me donnerait le nom de ce plan, mais malheureusement, je ne la trouve pas. Donc il va falloir que je fouille un peu, et si je trouve, je vous l'intégrerai. Probablement, plus que probablement, un hybride. Peut-être, non, pas greffé. Donc pas greffé, cultivé sous le parapluie, pleine circulation d'air, tutoré pour dégager du sol où stagne l'humidité, et tutoré avec des ficelles, ce qui me permet d'écarter les branches. La question n'est pas que ça se touche ou pas, la question est que la moindre brise d'air traverse cette végétation et que toute l'eau que ces feuilles transpirent, c'est leur boulot, c'est la climatisation des plantes, donc elles transpirent beaucoup d'eau et il ne faut pas que cette eau fasse une cloche autour de la plante. Foin au sol, donc foin au sol qui est à la fois une nutrition équilibrée de ce pied de tomate, donc il est bien nourri par la décomposition du foin. Et donc dernier point, les traitements que j'ai évoqués, donc bicarbonate de potassium cette année, ça fait plusieurs années que je ne traitais pas, mais cette année, vu la menace, donc là encore, c'est raisonné, y compris les produits bio. On ne les balance pas de façon systématique parce que quelqu'un a dit qu'il fallait traiter.
on balance parce qu'il y a une réelle menace, et la menace, je vous l'ai esquissée, c'est du temps humide, des degrés d'humidité très élevés, déclenchant des conditions, des condensations dans la nuit, et c'est les gouttes de pluie qui tombent sur ces tomates, et c'est dans ces gouttes de pluie que va se déclencher le développement du mildiou. Si vous arrivez à contrarier l'ensemble de ces choses avec en plus une bonne génétique, eh ben, je pense que la preuve est faite. Vous pouvez produire des tomates. En tout cas, moi, je vais produire des tomates. Alors, certains vont dire que j'ai de la chance, j'ai un climat particulièrement favorable. Demandez à d'autres jardiniers amateurs. J'ai un ami qui habite juste en face, qui les avait déjà arrachés il y a 3 semaines. Je corresponds sur écologie avec un jardinier amateur bio-alsacien qui a arraché les siens il y a 15 jours, etc. Donc ne pensez pas que sous mon climat-là, tout ça s'est fait par chance, que le climat était bon. Enfin, vous pouvez le penser, hein. J'avoue que je m'en fiche. Voilà donc pour la fin, et donc quand je suis arrivé à cette serre, inutile de vous dire que j'étais particulièrement heureux parce que j'aime beaucoup les tomates, c'est la base de mes salades l'été, et on aime beaucoup faire des réserves de coulis pour lasagne, pizza, machin truc, et donc nos enfants sont particulièrement friands et on peut produire 50 bocaux. Ils ne suffisent jamais. Et donc, effectivement, j'ai une pression terrible pour réussir la production de tomates. Sinon, je ne suis pas crédible dans ma famille comme jardinier. Voilà, donc réjouissant, et une grande satisfaction et un grand soulagement, parce qu'après 12 jours, très franchement, dans la bagnole à 100 km d'ici, vous m'auriez demandé de parier. Je n'aurais pas parié un copec, tant cette année, la pression du mildiou est terrible partout. Voilà, alors sur celle-là, j'ai trouvé l'étiquette ici, hein, je l'avais clipsée dans le fil. C'est Diplôme, hein, une variété, un hybride F1, donc comme le précédent. Alors les formes des tomates ne sont pas rigoureusement les mêmes, donc j'ai un doute à savoir si l'autre aussi est un pied de Diplôme. Et celui-ci, donc je l'ai mentionné sur l'étiquette, est greffé sur du Protector. Et donc là encore, quasiment aucune tache du bas vers le haut. Et là, il y a encore une tige que je n'ai même pas tutorée, qu'il va falloir, il faut que je rajoute une ficelle. Donc là, j'ai encore l'espoir d'une grosse production. Donc cette année, monter sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis je vais en rajouter une ou deux sur à peu près 7 ou 8 branches. Donc sur les pieds greffés, je mets davantage de branches puisqu'il y a de la vigueur, mais toujours en prenant soin de les écarter pour l'aération du pied. Donc là, il y a encore une branche sauvage qui est partie d'en bas, mais comme elle est déjà en train de fleurir, là, il y a même déjà des petits fruits, je vais tout à l'heure rajouter une ou deux ficelles. Ici, dans les bonnes surprises, Rose de Berne, qui est une variété, on va dire, traditionnelle, que personnellement, je ne classais pas parmi les plus... ah non, pas Rose de Berne, pardon. Il y a deux étiquettes, donc il va falloir que j'investigue ça. Il y a une étiquette différente au sol, Rose de Berne, et ici Joyeux d'Oaxaca. Ça reste le bordel. Mais après, je les identifierai. Je ne mise pas sur la Rose de Berne parce qu'elle est côtelée.
ce qui n'est pas le cas de la rose de Berne. Donc on va dire que c'est le joyau d'Oaxaca, bien préservé, même s'il y a plutôt de l'alternariose vers le bas et vraiment une ou deux taches de mildiou, mais pas plus. Derrière moi, là encore, ça c'est aussi une hybride super steak, un peu attaqué. Donc l'hybride n'est pas une arme absolue du tout. J'en parlerai parce qu'il y a une grave confusion là-dessus. Il y a des hybrides qui ont une résistance au mildiou extrêmement faible, tout simplement parce qu'ils ont été sélectionnés pour être résistants à autre chose. Et donc, c'est pas hybride, n'est pas HF1, n'est pas un code miracle. Encore faut-il lire dans les détails les résistances identifiées. Là, des belles attaques de limaces. Donc du côté de la haie, là, il doit y avoir là-dedans, je pense, des limaces. Là-bas, des cardons qui sont couchés, signe sans doute que les racines ont été bouffées par en dessous. Donc là, piégeage encore cet après-midi, après la sieste, parce que là, il fait vraiment, vraiment trop chaud. Lundi soir, 20h30, et j'arrive enfin au bout de ce montage. J'y ai passé ma journée, après une bonne partie de la journée de hier. Dehors, il pleut, une fois de plus, et la température est fraîche au point que j'ai mis ce gilet. Il fait 15 degrés dehors. Donc des conditions relativement idéales pour le mildiou, puisque je viens de terminer là-dessus, qui, contrairement, je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je le rajoute, contrairement à une légende bien établie, ne préfère pas le temps chaud. Les températures idéales pour le mildiou sont des températures qui oscillent entre 15 et 25 degrés. Il survit jusqu'à 30 et des très hautes températures sont même très défavorables au mildiou. Donc au-delà de 32 degrés, le mildiou n'est plus véritablement à craindre. Et donc ça explique les différences que les uns et les autres constatent dans les attaques qu'ils subissent. Non, je ne voulais pas arrêter là sans... bien que la faim me tenaille, et qu'il faut encore que je cuisine, je ne voulais pas terminer sans conclure un peu. Au départ, j'avais dit que j'essayais de vous faire découvrir le potager comme moi-même je l'ai découvert il y a 4 jours maintenant quand je suis revenu. Et même si là, à la fin, à propos des tomates, sous leur tunnel à tomates, donc sous ce parapluie, on sent qu'il y a un certain enthousiasme, je voulais quand même préciser que je trouve que le potager du paresseux, en mon absence, a bien bossé. Globalement, l'année continue de se profiler de façon tout à fait favorable. Et je suis un tout petit peu consterné par ce que je lis ou ce que j'entends sur les réseaux sociaux, comme si le potager était synonyme de tomates. Arrêtez les gars, il y a plein de choses que l'on peut cultiver dans un potager. Le mérite agricole, c'est quand même pas la plus belle tomate. J'adore les tomates et je viens d'expliquer les efforts que je fais pour avoir des belles tomates. Mais nom de Dieu, jardiner, c'est produire des légumes et des fruits, tout plein de légumes et tout plein de fruits. Et donc pour moi, l'année est relativement exceptionnelle. D'ailleurs, notez que pour les agriculteurs, elle est tout à fait exceptionnelle. J'ai vu des maïs qui vont battre des records de rendement. Le blé a battu des records de rendement cette année.
Le foin, vous n'entendez aucun éleveur se plaindre, etc. Peut-être un tout petit peu les difficultés pour le faire sécher. Donc c'est une année, une très très bonne année. Si ce n'est pas le cas, interrogez-vous sur vos façons de jardiner. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Alors je pense notamment à ce qu'on a vu, des choux, des betteraves, des différentes sortes de salades, les scaroles venues spontanément. Qu'est-ce qu'il y avait encore les framboises. Cette repousse de framboisiers, j'ai jamais vu cette habitude. Mes framboisiers, la deuxième récolte de l'année, avorte plus ou moins parce que face à mon refus d'arroser et la sensibilité du framboisier au manque d'eau, ça s'effondre. Je n'ai pas creusé ce qu'il y a sous la terre au niveau de mes pommes de terre, mais en tout cas celle, la Sarpomira, je ne me fais aucune inquiétude. Il y a des paquets de pommes de terre. Ce n'est pas possible autrement quand vous avez une telle végétation. Donc c'est une très très bonne année. Une année n'est jamais parfaite. Je pense que les jardiniers, actuellement, je ne sais pas, c'est parce que les jardiniers, vous vivez à la ville ou quoi, vous pensez que les jardiniers, c'est Biocop, les jardiniers, c'est Cora, des étalages où il y a toujours de tout parfaitement uniforme et impeccable. Ça, c'est le business. Eux, ils se démerdent pour trouver au Maroc, pour trouver en Finlande, pour trouver en Laponie, pour trouver en Afrique du Sud, au Chili, etc. Et c'est là. C'est du business, ça, c'est pas du jardinage. Le jardinage, l'année parfaite, il faut arrêter de rêver, c'est dans les contes de fées. C'est dans les contes de fées que les citrouilles se transforment en carrosses. Alors je ne rêve pas. Vous voyez que j'essaye de faire dans un potager naturel, j'essaye de faire de l'agronomie, c'est-à-dire de la science, de combiner, comme j'ai essayé de l'expliquer à propos des tomates, un ensemble d'outils à ma disposition, dont des variétés. Alors si vous êtes fan des variétés de tomates anciennes, acceptez certaines années de ne pas avoir de tomates. C'est le prix à payer pour une conviction qui est que les tomates anciennes seront magnifiques, parfaites, etc. Dans ma vidéo sur le mildiou, j'expliquerai pourquoi ce n'est pas le cas. Ça s'explique scientifiquement. Mais il faut arrêter de rêver, d'arrêter de croire les dernières modes. Hé chérie, oh mais cette truc, elle est si géniale, etc. Refais-moi le coup de la cœur de bœuf, etc. Alors, vous avez vu que j'ai les deux. Bien sûr que je cultive aussi quelques variétés anciennes que j'affectionne, qui, 3 années sur 4, 2 années sur 3, vont me faire une excellente production. L'an dernier, j'avais des cœurs de bœuf sans aucun problème, même en dehors de mon tunnel. Année de sécheresse. Si j'étais dans les Hautes-Alpes, dans une zone particulièrement sèche à 1000 mètres d'altitude, je ferais des cœurs de bœuf sans aucune difficulté, 9 années sur 10. Ailleurs, chez moi, c'est plus ardu. Il faut faire de l'agronomie, choix des variétés, pas mettre tous les œufs dans le même panier, tenir compte de la météo, réagir en fonction de la météo extrêmement défavorable, j'essaye d'utiliser les armes que je m'autorise, donc éliciteurs, bicarbonate de potassium, qui ont des effets, mais on a vu de façon très très claire que c'est insuffisant. L'hybride Maestria en dehors du tunnel, traité comme je viens de le dire, est malade comme un chien. On a vu que l'emplacement, donc dans mon propre potager, à 3 mètres d'écart, le pied de Berraud qui est en plein soleil du matin est encore assez intact. Celui qui est à l'ombre devant les framboisiers est malade. Donc interrogez-vous sur les emplacements. Et puis donc arrêtons de rêver, quoi.
l'agriculture, le maraîchage, c'est écrit dans la Bible, c'est dans les textes anciens, partout, c'est toute l'histoire agronomique du Moyen-Âge se caractérise par des années de famine qui suivent à des années qui étaient plus favorables. Donc sans béquilles chimiques, sans pesticides, avec des variétés anciennes, sans génétique, et ben c'est une famine, une année sur 7, paraît-il. Donc, mais régulièrement, une famine. Alors aujourd'hui, évidemment, en tant que jardinier amateur, on se précipite dans les magasins, on peut arracher ces tomates de rage parce qu'elles ne sont pas aussi belles qu'on avait rêvé. La belle fable, le bon conte, la courge ne s'est pas transformée en carrosse, alors on va acheter au magasin. Mais lorsque on est totalement dépendant de sa production, ce qui n'est pas mon cas non plus, hein, il faut accepter que de temps en temps, il y a un foirage. Non, les systèmes miraculeux, ça existe dans les contes de fées. Une année est nécessairement bonne pour certaines cultures, celles qui aiment l'eau, si c'est une année humide, et défavorable à d'autres cultures, celles qui détestent l'eau, si l'année est humide. Et réciproquement, ou inversement, très exactement, l'année sèche, l'année de canicule. Alors canicule, c'est encore un autre problème quand il n'y a pas d'eau. Mais disons une belle année plutôt sèche, les solanés, les aubergines, les ceci, les cela, vont très bien se comporter et les choux seront misérables comme ceux que j'ai filmés l'an dernier. Et bien ça, c'est un système naturel qui réagit dans un endroit donné à la météo. Alors vous voyez qu'on est loin des 7 trucs ou des 5 trucs ou des 3 machins qui permettent par enchantement de tout réussir. Alors ça, la baguette magique, hein, la fée, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui a la baguette. Mes enfants sont trop grands, je ne lis plus d'histoires de fées. Enfin, tout ce que je sais, ça je peux vous le garantir, c'est que mes citrouilles ne vont pas se transformer en carrosse des années 2021. J'aimerais bien que d'un claquement de doigts, ma citrouille devienne une Tesla électrique, etc., comme par enchantement. Franchement, je n'y crois pas beaucoup. Alors sur ces quelques réflexions, je vais donc boucler cette vidéo et l'envoyer parce qu'encore ça va mouliner pendant toute la nuit et sans doute une partie de la journée demain pour l'encodage. Et puis après, je vais encore galérer avec mon mauvais ADSL pendant 1 à 2 jours pour vous l'envoyer chez YouTube. Donc vous verrez ça dans 2 ou 3 jours. Allez, et je vais essayer de reprendre courage parce que je suis épuisé ce soir. Mais j'ai cette vidéo sur le milieu à finir. Donc encore une journée de filmage, une journée peut-être plutôt en studio parce que je voudrais faire des apports scientifiques extrêmement précis. J'en ai marre qu'on raconte des conneries plus imbéciles que les idioties les plus faramineuses qu'on puisse trouver. Non, le milieu est une maladie précise. J'évoque là la cladosporiose puisque j'ai un doute. Malheureusement pas l'outillage qui me permet d'identifier avec certitude. Dans la vidéo, il sera question d'alternariose. Hein. Donc voilà. Après, les instruments ne sont pas les mêmes. Hein. Donc cette variété diplôme qui est résistante à la cladosporiose semble cette année résister alors qu'elle n'a aucune résistance au mildiou connu et que certains d'entre vous ont été dépités parce qu'ils ont pensé que hybride était magique. Non, il faut lire les petites ce qui est écrit en petit sur les descriptions des maladies. L'agronomie est une science et le vivant est complexe. Et donc forcément, l'agronomie est une science complexe avec une part de choses non maîtrisées. Donc c'est une science qui a ses limites. Et donc nécessairement, même chez moi, il y a une part de croyance.
mais ça, c'est un autre sujet philosophique. Peut-être qu'en hiver, je ferai une vidéo philosophique. Allez, c'est fini, c'est trop long. Ciao, à une prochaine.